Parce que c'est la sortie sur Netflix de la série documentaire Raël, le prophète des extraterrestres. Et vous vous souvenez sans doute de cet homme avec une barbe, des cheveux frisés, tout de blanc vêtu. Il racontait sa rencontre avec un extraterrestre descendu d'une soucoupe volante le 13 décembre 1973 en Auvergne. Et nous sommes avec celui qui a réalisé ce documentaire, Antoine Baldassari. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On peut peut-être écouter la bande-annonce d'ailleurs de ce documentaire. Vous avez donc vu un extraterrestre? Il n'y a pas que les enfants qui croient que E.T. existe. D'un coup, qu'est-ce que je vois? Un objet dans le ciel. Une onde? Nous sommes une organisation mise en place par un messager, Là, messieurs, voici Raël. contacté par des extraterrestres. Ils sont ceux qui nous ont créés. Je suis le messager, rien de plus. L'entrée dans un mouvement sectaire, première étape, c'est de séduction. Lorsque j'ai vu Raël pour la première fois, Deuxième phase, on vous prépare à avoir un argumentaire. J'ai passé la nuit à lire le message, puis j'ai dit c'est ça. Et dernière phase, je me dévoue corps et âme à mon gourou. Raël, c'est un accro à la soumission des femmes. Ces femmes-là étaient des esclaves sexuels. Il se passe ces choses dans cette secte. On essaie d'être les premiers à cloner un enfant. Techniquement, c'est possible. Brigitte Boisselier m'a dit Je rêve de devenir un dieu créateur. j'ai dit vas-y. Eve was born on December 26. That is wrong. Raël est invité au Sénat pour parler de clonage. Ça va loin. Tell the court where the child is today. Aucun élément précis sur cette naissance. Tout est prévu pour que le mouvement ne s'arrête pas quand je disparaîtrai. Non, c'est ça, il continue. Antoine Baldassari, réalisateur et donc producteur. Ce qui est intéressant peut-être avec Raël, c'est qu'au départ, on a souri. Et c'était un personnage même pour les médias, parce qu'il faisait le buzz et qu'il faisait peut-être de l'audience. Mais derrière cette image un peu folklorique, il y a une secte. Absolument. Alors, c'est vrai qu'il préfigure la société du spectacle. Et en fait, quand Jacques Chancel le reçoit dans une émission très sérieuse, Le Grand Échiquier, en 1974, personne n'imagine à voir arriver cet homme, ce jeune homme, Claude Vorilhon, qui prétend avoir vu une soucoupe volante descendre dans le puits de la Solace en Auvergne où il est parti se promener, et avec des petits bonhommes verts qui descendent et qui lui font une révélation importante, essentielle, dira-t-il, pour l'humanité. Raël, c'est un showman, et il va utiliser tous les codes de la société du spectacle. C'est lui qui va préfigurer les émissions, les shows télé. C'est un bon client, il est reçu chez De Chavannes, chez Bouvard, absolument partout. Et effectivement, derrière, il y a une secte qui est en train de se développer, avec ses dérives parfois, et c'est De Chavannes, des médias justement, qui va mettre un point d'arrêt au côté très bon client dans les médias de Raël, avec une émission où il va, après l'avoir reçu 2-3 fois, une émission où il va le piéger à cause de courriers de lecteurs, parce qu'il y a un magazine raélien où les gens s'expriment sur la liberté sexuelle, sur l'apprentissage sexuel des enfants. Il y a aussi eu 2 procès. C'était en France à l'époque? Oui, absolument. Secte, parce qu'aujourd'hui, oui. il est au Japon, je crois. Alors, oui, il a fait le tour du monde, en fait. Parce que s'il était en France, il serait poursuivi. Je sais pas, parce que Raël, c'est une espèce de caméléon. Il s'en est toujours sorti. Il n'a jamais été attaqué personnellement. C'est important de le dire. Et d'ailleurs, il a souvent, lui, attaqué en diffamation des journalistes. Donc là, il pourrait nous attaquer. Raéliens. On est en train de parler de secte, par exemple. Il pourrait... Je sais pas. Je ne crois pas, parce qu'il a accepté de parler dans la série aussi. Parce que c'est... Vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré à distance, parce que c'était en plein Covid, il était au Japon, on l'a filmé depuis Paris, mais j'ai rencontré sa numéro 2, Brigitte Boisselier, par qui le scandale est arrivé à propos de l'annonce du fameux bébé cloné en 2002. Brigitte qui vit au Mexique, on est allé la voir, on est allé voir les premiers disciples aux États-Unis, à Las Vegas.
parce qu'ils sont disséminés un peu partout dans le monde, en France évidemment, et notamment dans le sud-ouest. Raël, quand il débute, il a pas un sou en poche en fait. Il commence, je ne sais pas si vous êtes de la génération de ceux qui ont pu connaître Raël dans les médias. Bien sûr. Raël, il a commencé en chantant. Il a gagné un télécrochet. Alors ça, je ne l'ai pas connu moi en chantant. Alors ça, c'est C'est peut-être avant 70. Exactement. Moi, je suis de 64, donc effectivement, il intervient, vous parliez de Chancel tout à l'heure, Bouvard, évidemment, plus tard, de Chavannes, ça doit être 10 ans plus de tard. Chavannes. Donc effectivement, c'est un personnage récurrent de la télévision, un personnage folklorique et qui est là pour amuser le monde. Mais quand on apprend derrière qu'il y a une secte, cette secte, vous saviez combien de personnes étaient dans cette secte dans ces années-là ? Alors, on sait que assez vite, après son passage chez Chancel, il reçoit des milliers de lettres parce qu'il a publié un bouquin, le livre qui dit la vérité, et ça prend. On n'a jamais réussi à avoir exactement le nombre de disciples, mais c'est plusieurs milliers. On sait que c'est plusieurs milliers. Et on sait que ça perdure, parce qu'on est allé filmer en Afrique où Raël, les disciples de Raël continuent de baptiser des gens qui adhèrent au mouvement. Bon, on va marquer une pause. Je crois que nous avons des auditeurs. Alors, je ne sais pas si... Je me méfie toujours de ces émissions. Pourquoi ? Parce que certains appellent et comme on est un peu taquin de temps en temps, on peut avoir une propension à écouter des gens qu'on ne devrait pas écouter. Et quelqu'un qui nous appelle en disant « j'ai été enlevé par un extraterrestre », le bon sens serait de lui dire, écoutez, peut-être que sur Europe 1, ce n'est pas convenable d'entendre ce type de témoignage. Nous ne sommes pas le 1er avril. Mais en même temps, nous avons envie de les écouter, bien sûr, et parfois pour de mauvaises raisons. Je crois qu'il est là, Ludovic. Bonjour, Ludovic. Ludwig. Juste après la pause, Ludwig, Pascal. C'est un prénom peut-être destiné pour avoir un grain peut-être de folie. Au bon sens du terme, bien évidemment. Il est 11h13, à tout de suite. Nous parlons avec Antoine Baldassari de la sortie sur Netflix de Raël, le prophète des extraterrestres. On peut voir le film depuis quelques heures, je crois, sur Netflix. 9h ce matin. Depuis 9h ce matin. Il s'appelle Claude Vaurillon, de son vrai nom, Raël, et il est installé aujourd'hui au Japon. Son mouvement a été classé comme secte en 1995. Et effectivement, c'est un sujet qui passionne toujours les auditeurs. On est avec Ludwig. Bonjour Ludwig. Bonjour Pascal, bonjour Géraldine, bonjour Olivier. Et merci d'être avec nous. Alors, je disais que vous témoignez d'avoir vu, c'est bien cela, des extraterrestres. Exactement. Ben oui, je rappelle toujours les mêmes faits. C'était toujours un samedi. Et je ne sais pas pourquoi le samedi, parce que j'ai eu plusieurs apparitions, mais rencontre avec le rapproché, comme on dit, avec des extraterrestres, oui, ça a été fait un samedi après-midi à 15h jusqu'à 15h30, ou je ne sais plus exactement les horaires. Et voilà. Donc, vous avez rapporté ce témoignage devant devant la police ou devant des experts? Non, parce qu'on peut passer pour un fou, puis on passe pour un fou facilement, surtout dans ce pays. C'est vrai qu'en même temps, ça dépend ce qu'on dit, mais si vous me dites que vous avez rencontré des extraterrestres, c'est vrai que je peux être un peu méfiant sur ce témoignage. Est-ce que vous pouvez raconter précisément ce qui s'est passé ? Je suis parti faire une sieste, j'étais vachement fatigué d'un coup. Je me suis allongé. J'ai entendu autour de mon lit comme des grésillements, comme par frottement sur la moquette. Et je suis tombé comme une espèce de coma, direct. Je me suis réveillé sur une espèce de table avec trois grands monsieur aux yeux bleus, habillés en... oui, je sais, vous rigolez. Non, mais c'est vrai. Mais je vous raconte le truc. Oui, j'entends bien. Mais... Oui. Il faut l'écouter, écoutons-le. Écoutons-le. Oui, et donc, l'un des deux dit aux deux autres par télépathie, ne vous inquiétez pas, il ne peut pas bouger. Bon, je les vois et j'essaie de me relever. Et je force avec ma tête pour me relever. Et bam, je me retrouve en fait collé contre la table, impossible de bouger et de parler en même temps. Bon. Et c'était dans une espèce de... c'était à côté de chez moi, à 1,7 km de chez moi, exactement. Je connais l'endroit. C'est là où on fait pousser des plantes. C'est une grande...
sphère. Voilà. Ludwig, ce que je vous propose, c'est qu'on n'aille pas plus loin, parce que je comprends que vous avez rencontré des extraterrestres. Non, mais c'est pas une question de temps, mais je souhaite pas forcément qu'on aille plus loin. Mais en revanche, vous pouvez nous parler de Raël, parce que vous vouliez dire un mot, je crois, sur Raël. Raël, oui, quand il est apparu chez de Chavannes, moi ça m'a surpris, il est habillé en kimono, blanc. Et surtout, il y a deux trucs qui me gênent chez ce monsieur, Claude, c'est que son étoile a 6 branches avec l'espèce de croix gammée renversée qui est en fait le signe de l'infini au Tibet, inclus donc dans son médaillon. C'était vachement troublant à l'époque. Et je pense que s'il aurait fait ça maintenant, aujourd'hui, ça marcherait plus. Bon, alors, je vais interroger Antoine Baldassari, non pas sur la première partie de votre intervention, mais sur la deuxième. C'est quoi encore que, parce que moi nous avons interviewé au sein de la série des Raéliens, dont un, Jean-Pierre Saulnier, qui est un personnage incroyable dans la série, et qui nous a raconté face caméra avoir vu une soucoupe volante l'approcher alors qu'il était en voiture sur la route entre Paris et Metz. Mais je parle pas de Ludwig. En fait, la croyance, c'est très compliqué d'aller contre ça. Oui, mais comment dire, je parle pas de Ludwig, mais Raël, c'est un cynique pur et dur, ou c'est vraiment quelqu'un qui est un illuminé et qui pense avoir vu ou a vu, pourquoi pas. Moi, je pense, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est que Raël veut être au centre. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'aime, qu'on s'occupe de lui. Donc il a fait de la chanson, ça n'a pas marché. Il a fait du pilotage automobile, ça n'a pas marché. Il a fait du journalisme automobile, ça n'a pas marché. Et puis tout d'un coup, il écrit ce bouquin et ça marche. Et en fait, moi, mon avis, mais ça n'engage que moi, il faut que les gens regardent la série, se fassent leur propre opinion. Mais il a mis en place un système pour son propre plaisir et ça a fonctionné. Oui, mais alors, il y a des niveaux. Que ce soit un égocentrique XXL et qui veuille la lumière, je peux l'entendre. Et dans nos métiers, effectivement, on rencontre parfois des gens qui sont allés au journalisme pour de mauvaises raisons. Parce que simplement, ils voulaient être connus. Bon, j'entends ça. Mais là, on est sur une dérive sectaire. C'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'il y a agression peut-être sexuelle, peut-être viol, il y a tout un système qui est mis en place qui est beaucoup plus inquiétant que le simple fait de vouloir être au centre et de raconter des bobards. Vous verrez dans la série qu'on a interviewé Brigitte McCann, qui est une journaliste québécoise qui a infiltré le mouvement en 2003 et qui raconte de l'intérieur cette emprise générale sur la secte, sur le mouvement et sur les femmes en particulier. Parce qu'effectivement, Raël a toujours prôné le plaisir. C'est comme ça que ça a marché au début d'ailleurs. C'est qu'en fait, on est après 68, on est dans les années 70, on remet tous les dogmes en cause. Mais ces gens, ils vivent en dehors. Une secte, c'est-à-dire c'est une secte dans laquelle on vit au quotidien. On est en dehors de la société, on n'a plus d'appartement en ville, on ne travaille plus, on n'est plus salarié. Ça n'est pas le cas et c'est sans doute aussi la force de Raël. C'est que ce sont des gens qui sont très très bien insérés dans la société. Vous avez, je parlais de Jean-Pierre tout à l'heure, il était infirmier, il a été militaire. Il y a des ingénieurs, il y a des profs, il y a des gens de toutes les catégories. Ils se retrouvent à des moments donnés. Ils se retrouvent, alors effectivement, il y a eu un lieu en France qui s'est appelé Éden, qui est dans le Tarn, où ils se retrouvaient pendant les vacances pour des séminaires. Ça préfigure d'ailleurs les thérapies personnelles, les séminaires, etc. Et ils se retrouvaient là. Quand ça a commencé à chauffer, parce que l'État français s'est retourné contre les sectes, parce qu'il y a eu certains procès en pédophilie contre des membres du mouvement, il y a aussi eu sans doute des petits problèmes fiscaux, on imagine. Et Raël a décidé de quitter la France. Il a eu peur, il a pris peur, il a quitté la France, il est allé se réfugier au Québec, parce qu'au Québec, enfin au Canada, comme aux États-Unis, vous pouvez monter votre secte, vous êtes les bienvenus, vous pouvez monter votre religion, vous êtes même défiscalisé. Et là, ça reprend là-bas, et il monte un espèce de Disneyland des extraterrestres. Il va même reconstituer la soucoupe qu'il aurait vue, on l'a filmé. Il y a un musée des extraterrestres, et puis là, il va se lancer dans le clonage. Un investissement important. Oui, parce que les membres du mouvement décident à la fin des années 70 de se cotiser et de donner 10% de leur salaire pour l'organisation, sachant que Raël leur promet que les extraterrestres vont débarquer sur Terre
mais que pour ça, il faut construire une ambassade extraterritoriale quelque part dans le monde. Ils ont tenté en Israël, ça n'a pas marché, pour les recevoir avant 2035. Donc tout le monde donne 10% de son salaire et 1% pour la vie du prophète. Bon, donc c'est un mouvement qui a de l'argent. Cette secte Raël, vous dites qu'il n'est plus en France, mais est-ce qu'il y a des Raéliens en France qui se réunissent régulièrement? Vous les avez rencontrés? Oui, absolument. On les a rencontrés. On en a rencontré à Paris. Il y en a qui habitent à Neuilly, à Paris. Et ils se réunissent régulièrement? Oui, bien sûr. Et on sait combien de Raéliens, par exemple, sont présents sur le sol de France? Non. C'est très difficile à évaluer. En revanche, je peux vous dire, ou c'est plusieurs milliers? Je vais vous donner un exemple. Ils ont fêté les 50 ans du mouvement en décembre dernier. Ils sont 600 à avoir fait le déplacement pour aller voir Raël à Okinawa, au Japon. Bon. Monsieur Boubouk, Monsieur Olivier Guénec, dans votre page Facebook, qui est une sorte de secte un peu, il y a 18 000 personnes. Et c'est moi le gourou, bien sûr. Vous êtes le grand gourou. Est-ce qu'il y a, à votre avis, quelques Raéliens qui pourraient nous appeler au téléphone et pour témoigner de leur comment ça, Pascal, de leur peut-être de leur affection pour Raël, c'est ça? Le problème de Monsieur Olivier Guénec, c'est qu'il n'écoute pas notre émission. Mais Pascal, je reçois qui fait que je lui pose des questions et il n'écoute pas. Ça fait combien d'années qu'on travaille ensemble, Pascal? Parce que je ne sais pas ce qu'il fait. Combien d'années? Quelques années. Quelques années. Vous savez que pendant le direct, je reçois les appels, je discute, etc. Oui, mais ce serait bien que pendant le direct, vous écoutiez un peu l'émission de telle sorte que vous puissiez répondre aux questions que je vous pose, ami. Oui, bien sûr. Donc, vous recherchez des adeptes de la secte, c'est ça que vous recherchez? Des Raéliens, bien sûr. Je vous interrogeais pour savoir si notre page Facebook n'avait pas été infiltrée. Ah non, personne n'a été infiltré, même pas la page Facebook. Non, je suis le grand gardien, ne vous inquiétez pas. Le grand gardien. Bon, écoutez, on va mais marquer... peut-être qu'on a déjà rencontré sans le savoir. Ça c'est vraiment Jardine, là vous faites avancer le débat. Je vous remercie beaucoup. Mais par définition, c'est une reptilienne, Géraldine. Ah oui, c'est une reptilienne. Alors c'est quoi ça? Les reptiliens, c'est quoi? C'est une autre secte, parce que j'imagine que vous avez travaillé. Je ne connais pas toutes les sectes. J'ai beaucoup travaillé sur celle-ci. Puisque on a entendu Georges Fenech dans votre documentaire, qui est un des grands spécialistes. Oui, Georges Fenech, c'est le premier procès contre une secte, c'est contre la scientologie en France, c'est lui. Bien sûr. Et c'est lui qui va présider aux 2 procès en pédophilie contre des membres du mouvement raélien. Bon, la pause, bien évidemment, à 11h28. Émilie Dez dans une seconde. Et puis, nous allons conclure avec vous tout de suite après. À tout de suite. Le journal permanent à 11h31 avec Émilie Dez. La cérémonie va s'ouvrir sur le Kaddish de Maurice Ravel, interprété par la garde républicaine. Kaddish, traditionnellement prière pour les morts. Hommage national ce matin aux 42 victimes françaises de l'attaque terroriste du Hamas. Leurs 42 portraits vont être installés dans la cour des Invalides. La cérémonie, présidée par Emmanuel Macron, va débuter dans 15 minutes. Gabriel Attal et François Bayrou doivent se rencontrer aujourd'hui. Faut-il y voir un signe de l'entrée au gouvernement de l'ancien ministre de l'Éducation? Le nom des ministres délégués et des secrétaires d'État sera dévoilé dans les prochaines heures, a assuré ce matin sur Europe 1 la ministre en charge de l'égalité femmes-hommes, Aurore Berger. Judith Godrèche a parlé d'emprise et de perversion. L'actrice a porté plainte pour viol sur mineur contre le réalisateur Benoît Jacot. Benoît Jacot, avec qui elle a eu une relation lorsqu'elle était adolescente, lui nie dans Le Monde l'ensemble des accusations. Le Premier ministre Gabriel Attal devrait se rendre auprès des sinistrés demain, selon plusieurs médias déjà affectés par plusieurs épisodes d'inondation. Le Pas-de-Calais est de nouveau en alerte orange aux fortes pluies, avec des cumuls pouvant atteindre localement les 50 mm. Et puis Lyon et Lille vont ouvrir le bal à 18h30, suite aujourd'hui des 8e de finale de la Coupe de France de foot. À suivre aussi Montpellier-Nice ou PSG-Brest. Hier, Rennes s'est qualifié pour les quarts de finale en battant Sochaux 6-1. Et dans les informations que vous avez données, il y a une information qui me passionne parce que je pense que c'est une première, c'est la plainte de Judith Godrèche. Pourquoi je pense que c'est une première? À vérifier, bien sûr. Judith Godrèche a vécu avec Benoît Jacot. Donc, elle était à ce moment-là, entre guillemets, elle avait accepté la relation. Et j'utilise volontairement pas le mot consentant, puisqu'il n'y a pas de consentement avant 15 ans, puisqu'elle était mineure. Donc voilà une femme qui a vécu avec un réalisateur pendant un certain nombre de mois, ou peut-être même davantage, et qui porte plainte aujourd'hui pour viol. Et je pense que ce n'est jamais
arrivé, ce cas de figure n'est jamais arrivé. Et effectivement, ça nous pose tous un problème moral, une question morale plus exactement, à laquelle souvent on peut répondre. C'est-à-dire qu'un homme de 40 ou 45 ans n'a pas à regarder, me semble-t-il, une jeune fille de 14 ou de 15 ans, parce qu'elle n'est pas en état précisément de donner son consentement, de choisir. Et que lui, à 40-45 ans, il a sa séduction, son intelligence, que sais-je, qu'il met au service de mettre une jeune femme dans son lit. Disons les choses clairement. Donc je trouve que c'est un sujet absolument passionnant et sur lequel on pourra évidemment débattre ces prochains jours. Merci beaucoup Émilie Dez. Et je conclus simplement en disant, je l'ai souvent dit, moi je suis un père de 4 filles. Si une de mes filles avant 15 ans avait été avec un homme de 40 ans, ça aurait été un sujet pour moi. Ça aurait été un sujet pour moi, bien évidemment. Il est 11h34. Europe 1, Pascal Praud. On va conclure avec vous, monsieur Baldassari, et on va renvoyer Baldassari, réalisateur, producteur. Vous avez mis combien de temps pour... c'est une série, hein, il y a plusieurs... C'est une série de 4 épisodes, et c'est plus de 3 ans de travail. Oui. Donc, on a démarré au printemps 2020. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, et puis avec un succès, donc, puisque c'est sur Netflix. Et puis, avec une très grosse équipe. Je tiens vraiment à remercier en particulier d'ailleurs Alexandre Ify, qui est l'auteur qui m'a amené, qui est venu me voir avec l'idée en me disant est-ce que ça te parle, Raël? Moi j'ai tout de suite percuté parce que les plus de 40 ans se souviennent de Raël. Bien sûr. Même si on se rend compte là que les jeunes sont très intrigués par ces phénomènes-là, on sait qu'il y a une nouvelle appétence pour le phénomène extraterrestre. Elon Musk parle de possible vie extraterrestre, et du coup c'est revenu un peu au goût du jour. D'abord, ce sont des questions vertigineuses, parce que lorsqu'on dit qu'il y a non seulement des milliards de planètes, mais des milliards de galaxies. C'est impossible qu'on soit seul. Donc, ça, vous avez peut-être une future réalité. Ces questions sont vertigineuses. Je ne parle même pas du Big Bang, qui est un concept pour un cerveau comme le mien, je n'arrive même pas à le comprendre. Oui. De t'expliquer que tout est parti d'une petite tête d'épingle et qu'on est là en train de parler tous ensemble des milliards d'années plus tard, c'est quelque chose ce sont des questions vertigineuses, voilà, à laquelle chacun n'a évidemment pas de réponse, mais sur lesquelles tout le monde peut s'interroger matin, midi et soir. Donc voilà, c'était un plaisir. Vous êtes bien de la planète Terre. Oui, absolument. Tout va bien. On n'a pas de preuve. On n'a aucune preuve. Je me demande si au fond vous n'êtes pas... Non, je vous rassure. Bon. Et puis Alexandre Ify, j'ai dû le connaître dans une autre vie, parce qu'il était rédacteur en chef à un moment de Feu Télé, je pense. Oui, un grand garçon, il est passé sympathique. Par 28 minutes, et voilà, et on a travaillé ensemble main dans la main pendant plus de 3 ans. 11h37, merci grandement. Merci. Le point avec Olivier Guénec, avec peut-être des messages venus d'une autre galaxie. Je ne sais pas, non, mais pas de réelien sur la page, à part Géraldine, évidemment. Ça y est. Allez, Franck... elle a déjà un pull vert. Oui, c'est une reptilienne, je vous dis, je vais m'en renseigner. C'est un indice. Oui, c'est une platiste. Quand on était gosse, il y avait David Vincent, les a vus. Les Envahisseurs. Vous n'avez pas connu Les Envahisseurs, mais ça avait un succès. Vous êtes de cette génération. Les Envahisseurs, David Vincent. Ça vous dit rien du tout. Les Envahisseurs, même de nom. Un soir, David Vincent rentrait. Alors il y avait le générique à chaque fois qui était toujours le même. Et puis David Vincent les a vus. Et puis il a vu une soucoupe volante. Et puis après, chaque épisode racontait une histoire différente. Et il y avait toujours, voilà. Ah si, je connais. Bien sûr. Et il y avait toujours un épisode où il y avait toujours un envahisseur qui était là, mais l'envahisseur avait pris évidemment la forme d'un homme. Et David Vincent disait attention, c'est un envahisseur. Et vous êtes un petit peu mon envahisseur alors. Vous avez envahi ma vie avec une forme d'homme. Bon allez, c'est parti, j'arrête. Franck nous écrit: c'est une théorie défendable, car pourquoi nous serions la seule forme de vie dans cet univers sans limite? Jean-Hel également sur la page Facebook: je n'oublierai jamais cette émission de Philippe Bouvard interviewant Raël. Et on finit avec Christophe: je m'intéressais à l'époque à son mouvement, mais il était un peu trop illuminé pour moi. Je vais quand même regarder le documentaire sur Netflix. Oui.